Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, un rendez-vous de rentrée de notre cycle de conférences. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Yves Meunier, qui est entomologiste, écologue à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, à la Faculté des sciences de Saint-Jérôme à Marseille. Jean-Yves Meunier est très proche de nous pour plusieurs raisons. Il est fils et petit-fils de résistants, mais également porte-drapeau de la première division française libre dans les Bouches-du-Rhône. Il fait donc partie de ces précieux passeurs d'histoire et de mémoire, présents sur le terrain, partout en France, pour rendre hommage et assurer cette transmission si précieuse. On le remercie d'ailleurs pour cela déjà. Son intérêt et sa passion pour l'histoire de la France libre l'ont amené à travailler sur le parcours du capitaine de vaisseau Jean Desmoutis. En suivant l'épopée de cet homme exceptionnel, nous plongeons dans les débuts de la France libre, au sein du glorieux premier bataillon de fusiliers marins. C'est notamment le ralliement du Gabon, les combats en Syrie, la libération de Saint-Pierre et Miquelon, puis Madagascar à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi plusieurs années d'opérations navales à bord de bâtiments parmi les premiers à arborer la Croix de Lorraine, tels que les avisos commandant Duboc et puis commandant Dominé. C'est donc un éclairage utile et passionnant sur le parcours d'un Français libre qui, comme beaucoup, reste trop méconnu, que nous propose notre conférencier aujourd'hui. Alors nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Jean-Yves Meunier, à la Fondation de la France libre. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez compris, je ne suis pas historien. Pour autant, je me suis beaucoup intéressé donc, à l'histoire de Jean Desmoutis, en fait, par le biais d'autres recherches que je fais en histoire des sciences. Et finalement, j'ai connu Bob Desmoutis, donc, qui est le fils de Jean Desmoutis, qui est en Nouvelle-Calédonie. Et donc, par ce biais-là, je finis par savoir que son père est compagnon de la Libération. Et forcément, ça m'interpelle quand même. Hein, vous le savez, c'est un tout petit cénacle. Et donc, de fil en aiguille, grâce à toute la fratrie, ils sont 6 enfants, je vais réussir à retrouver des documents qui sont un peu épars, puisque chacun, des fois, en a un petit bout. Et moi, j'ai réussi à faire une synthèse, et notamment des documents qui ont failli disparaître assez récemment, parce qu'en vidant un local, tiens, il y a 2 cantines, là, pleines de papier, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bon, voilà. Donc, on va partir un peu loin, on ne va pas seulement parler de la Seconde Guerre mondiale, parce que la famille Desmoutis, c'est une très vieille famille normande, et donc ça va nous faire remonter assez loin. Donc en fait, il s'appelle Jean-Baptiste François-Marie Desmoutis, dit Jean Desmoutis. Il est né le 11 août 1911 à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, de Charles-François Robert Desmoutis, donc manufacturier, et de Jeanne-Alexandrine Marie-Magdeleine Terrasse. Donc vous voyez les portraits de sa maman et de son papa. En fait, comme je l'ai dit, ils sont issus d'une très vieille famille française appartenant à la noblesse de l'ancienne élection d'Argentan, dans l'Orne. Donc la famille Desmoutis, noble de nom et d'armes, tire son nom d'un ancien fief situé dans la paroisse de Courtomère et figure depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours parmi l'ancienne noblesse de Normandie. Duclos-Lange affirme que les membres de la famille Desmoutis suivirent le duc Guillaume à la conquête de l'Angleterre en 1066. Donc vous voyez, ça nous ramène quelques 10 siècles presque en arrière, et que les preuves en ont été vues à la Tour de Londres. Je ne suis pas allé vérifier, hein, vous m'excuserez, mais bon. Guillaume Desmoutis était un des gentilshommes qui combattirent à Terraube avec le comte de Montfort en 1124. Jean Desmoutis reçut en 1294 un sauf-conduit d'Édouard Ier en Angleterre, roi d'Angleterre. Il est probablement le même qu'un Jean Desmoutis qui assistait en 1302 à l'Assemblée des nobles d'Alençon. Donc tout ça provient de l'armorial de la noblesse de France, sous la direction de M. d'Aurillac, donc en 1856. Donc là, vous avez deux clichés de cet armorial de la noblesse de France, et donc la page avec la famille Desmoutis, donc 1856, hein, où on voit donc leur blason, et puis donc une partie du texte que j'ai repris, bien sûr, dans cet ouvrage. Donc on voit mieux leur blason qui est d'or à 3 chevrons de sable, accompagné en pointe d'une rose de gueule. Donc l'héraldique c'est un peu compliqué, hein, voilà les couleurs, bon. Et dans un livre ancien, donc, on voit ce blason, hein, Desmoutis, écuyer, seigneur de la Morandière, Thiers, Longchamp, du Verger, comté d'Alençon, élection d'Argentan, le 4 avril 1666. Vous voyez que c'est pas jeune.
Voilà un très beau document, par ordonnance rendue le 2e du mois d'août de l'an 1697 par messieurs les commissaires généraux du Conseil député sur le fait des armoiries, celle de François Desmoutis, écuyer, seigneur du lieu. Voilà, telles qu'elles sont ici peintes et figurées après avoir été reçues, ont été enregistrées à l'armorial général dans le registre côté Normandie, en conséquence du paiement, Donc, vous voyez ce document qui est encore en possession des héritiers, qui date de la fin du XVIIe. Donc, à la fin du XVe, nous trouvons Jean, alias l'aîné, qui est écuyer. En fait, ils vont être écuyers de père en fils, seigneur Desmoutis et gentilhomme de la chambre du roi. Puis ses descendants mâles en ligne directe. Son fils Jacques, Ambroise, fils de Jacques, Léon, fils d'Ambroise, tous écuyers et seigneurs Desmoutis. Puis Gilles, écuyer et seigneur Desmoutis, donc marié à Anne Chevalier, est décédé le 8 janvier 1698 à Montgarou dans l'Orne, donc c'est toujours dans cette région. Et donc son fils François, seigneur Desmoutis, toujours écuyer, né le 9 février 1653 à Montgarou, qui va se marier avec Jeanne Chagrin, donc le 6 février 1681, est décédé à Courtomère dans l'Orne, donc au XVIIIe siècle. Donc on voit notamment le timbre à cacheter le courrier, avec le blason couronné de la famille Desmoutis, et puis une montre de Bousset en or, avec au verso donc le blason couronné de la famille Desmoutis. Là, toujours dans l'histoire de cette famille, la permission de se retirer et prendre congé donnée à Jean-Félix Pomponne Marie Desmoutis, après avoir été garde du corps de Monseigneur le comte d'Artois depuis le 1er août 1773, attestant qu'il a servi avec honneur dans la compagnie que nous avons l'honneur de commander. Donc c'est un document fait à Paris en 1783, signé par guerre pour Alexandre Emmanuel de Crussol, capitaine des gardes du corps de Monseigneur le comte d'Artois. Alors encore un très beau papier aussi, donc une permission donnée à M. Desmoutis, garde du corps de Monseigneur le comte d'Artois, de rester à Paris jusqu'au 3 avril 1776 pour vaquer à ses affaires, logé à l'hôtel de Rouen, quai de l'École, donc fait à Versailles le 1er avril 1776. Un autre aussi, donc donné par M. le ministre de Timbrune à Marie-François Desmoutis de la Chevalerie, élève de mes écoles royales militaires, né le 24 février 1771, une place de cadet gentilhomme dans la compagnie des cadets gentilshommes établis en mon école royale militaire. Et donc vous remarquerez quand même que c'est écrit à Versailles et que c'est signé Louis. Donc on est le 18 septembre 1786, donc ce document est signé par Louis XVI quand même. Quand j'ai découvert ça dans les archives, j'étais un peu ému quand même, il faut le dire honnêtement. Tout le monde n'a pas des papiers de ses ancêtres signés par le roi Louis XVI. Mais voilà, c'est signé Louis, vous savez que les rois signaient par leur prénom, bien sûr. En fait, pour revenir donc maintenant, après vous avoir brossé ce tableau de cette famille de la vieille noblesse de France, donc Jean Desmoutis, évidemment, naît dans une famille avec un niveau de vie très confortable. Donc on a notamment cette maison au Ménil, à Saint-Cloud, une belle villa anglo-normande dans les Hauts-de-Seine, côté jardin et côté rue. Et puis, il passe les vacances au château de Préfontaine, à Lézigné, dans le Maine-et-Loire, avec des photos de l'intérieur, une carte postale, et donc on voit un niveau de vie élevé. Donc l'enfance et la fratrie, en fait, ils sont 6 enfants. On voit la photo en 1918 avec Simone, Maurice, Yvonne, Jean. Donc Jean qui est en marin en bas à gauche, Joseph et Marie. Il va partir à Arcachon, donc à Saint-Elme, et obtenir son baccalauréat sciences et lettres en 1928. Et puis, d'après ce que m'a dit sa famille, il avait appris et joué du violon depuis l'âge de 11 ans et était très doué. Pendant 2 ans, il va préparer le concours d'entrée à l'école navale à Sainte-Geneviève, à Versailles. Il est admissible en juillet 31, mais à cause de maladie, il va échouer à l'oral. Du coup, il va s'orienter, il va laisser un peu la navale, il va s'orienter vers la marine marchande, et il est engagé donc à la CGT, la Compagnie Générale Transatlantique, la French Line. Donc on le voit sur cette photo avec sa jeune sœur Marie, dite Mimi, à Châtel-Guyon, en 1937. Et puis on le voit avec toute la famille, donc il est en bas à droite en train de fumer la pipe avec sa famille à Préfontaine en vacances de Pâques 1933. Donc finalement il est reçu aux examens de lieutenant au long cours, théorie en 1933 et la pratique en 1934, mais le service militaire arrive le 15 octobre 1933 et donc il rejoint la Royale comme matelot au 5e dépôt des équipages de la flotte à Toulon. Il s'embarque sur le navire école Le Rhin,
le 23 octobre 1933, où il va suivre pendant 6 mois les cours d'élèves officiers de réserve, donc les EOR. On voit ce bateau, le Rhin, qui finira comme bâtiment caserne à Toulon d'ailleurs, avant d'être finalement sabordé en 1942. Devenu aspirant de marine de réserve du service général, il va choisir le Colbert le 15 avril 1934, et puis il va être promu enseigne de vaisseau de 2e classe le 15 octobre 1934 et rejoindre la première escadre sous-marine à Toulon, dans le Var. Donc on le voit jeune aspirant enseigne de vaisseau sur ces photos. Donc son service militaire va se terminer le 15 avril 1935, il est jeune lieutenant au long cours, et donc il est engagé le 10 mai 1935 comme second lieutenant à bord du pétrolier Steamship Monique, SS Monique, et donc il tente une seconde fois l'examen des officiers de réserve en situation d'activité, ça s'appelle l'ORSA, et il le réussit, et donc il obtient d'être activé pour une période de 2 ans. Donc on le voit ici notamment avec son jeune frère Joseph, donc Jo, 1600-2008 à Saint-Cloud, là, donc la photo tous les deux en 1939, juste avant la guerre, et donc ce dernier, Joseph, va intégrer aussi l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en octobre 1937, et il va finir sa carrière comme général de brigade de S, 2e service. Donc, vous voyez une belle cabriolet traction 7 chevaux. À l'époque, tout le monde ne pouvait pas se payer une telle voiture. Ça vaut très cher maintenant d'ailleurs. Et donc, elle a été achetée par son père pour ses enfants. Et donc, on voit Jean Desmouty donc, dans ce beau cabriolet d'avant-guerre. Le 23 mars 1936, il embarque sur le torpilleur Orage, puis Aude. Et puis en octobre 1936, il va faire une mission à Reykjavik, en Islande. On voit cette photo donc en Islande. Et c'est une cérémonie des morts au combat à Reykjavik en 1940, alors c'est un peu postérieur, hein, relatif au combat dans la Manche, en Belgique et en Hollande. Mais comme il était déjà allé en Islande, j'ai mis cette photo à cet endroit. Il est muté à Brest en octobre 1936, il s'embarque sur le torpilleur Frondeur, que vous voyez ici sur la photo, et il devient enseigne de vaisseau de 1re classe, donc le 26 avril 1937. Il apprend en janvier 1938 en fait, qu'il est maintenu en situation d'activité pour 2 ans de plus, donc on a renouvelé cette période, et donc il va rester sur ce bâtiment jusqu'au 15 décembre 1939. Évidemment, la guerre, entre-temps, va être déclarée. Donc il va assurer des missions d'escorte de navires sur le Frondeur, et puis le 28 février 1940, hein, bien sûr, on est encore en guerre, il devient commandant du chasseur 6. Alors ce sont des chasseurs de sous-marins, ce sont des vaisseaux, il y en avait plusieurs, 4, 5, 6, qui étaient faits un peu sur le même modèle, pour chasser les sous-marins. Donc il va opérer dans la Manche, il va notamment s'illustrer lors des évacuations de Dunkerque. Donc j'ai un de mes grands-oncles qui est mort malheureusement à Dunkerque, coulé, noyé dans les cales des bateaux, comme on le voit dans Weekend at Whitcote ou autre. Très bon nageur, mais malheureusement n'ont pas pu s'échapper, et c'est terrible. Donc les opérations du Havre, de Cherbourg, mais aussi lors des combats en Belgique et en Hollande. Il va obtenir 2 citations à l'ordre de l'armée, décernées par l'amiral commandant en chef des forces maritimes du Nord, mai et juin 1940. Desmouty, enseigne de 1re classe de réserve, s'est vu confier le chasseur 6, blond aux yeux bleus, il a un visage énergique et dur. Sa magnifique énergie et son complet mépris du danger, malgré les réactions ennemies puissantes et acharnées qui ont causé des pertes sévères. Donc, sur ce document du ministère de la Marine, et de la direction du personnel militaire de la flotte. Donc c'est la désignation de l'enseigne de vaisseau de 1re classe Jean Desmouty comme commandant du chasseur 6, donc le 28 février 1940, signé du ministre de la Marine César Campenchy. Voilà. Donc ça c'est différents messages, donc on est le 5 mai 1940, et pour les bâtiments de guerre, dont le chasseur 6, donc, pour avertir du changement de cocarde des avions de la Royal Air Force et des bâtiments de la marine britannique à partir du 5 mai 1940. Donc signé Loisel, enseigne de vaisseau 1re classe, histoire de ne pas tirer sur ses alliés, c'était mieux. Donc un autre document des forces maritimes du Nord, donc pour les instructions pour les opérations dans les îles de Zélande, puisque donc, il a opéré aussi dans les Pays-Bas, pour les chasseurs 41, 9 et 6. On verra qu'ils étaient dirigés par 3 compagnons de la Libération finalement. Hein. Donc signé par le capitaine de frégate de la Pérouse pour le contre-amiral Leclerc, chef d'état-major, le 14 mai 1940. Encore une note pour le commandant du chasseur 6, signé par le capitaine de vaisseau Combescure. Donc voilà, tout sous-marin rencontré en dehors de zones réservées appelé sanctuaire doit être attaqué. Voilà, tout sous-marin en surface qui n'est pas escorté ou dont le mouvement n'a pas été signalé est suspect.
Bon, donc évidemment, on est en guerre et le but, c'est de détruire les sous-marins ennemis. Il va faire un courrier à sa mère avec un papier en tête du torpilleur Frondeur, bien qu'il ne soit plus sur ce... Il est maintenant commandant du chasseur 6, mais il a dû garder du papier à lettres, pour lui annoncer sa citation à l'ordre de l'armée et sa croix de guerre avec palme, décernée par l'amiral de la flotte François Darlan. D'ailleurs, sa nomination dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était évidemment l'amiral Darlan, à l'époque, qui était donc le responsable de la flotte. Le 23 mai 40, ma chère maman, comme je crois que cela vous fera plaisir, je ne veux pas attendre plus longtemps pour vous annoncer que mon bateau a été cité à l'ordre du jour de l'armée navale et qu'il a reçu la croix de guerre et que moi-même, j'ai reçu aujourd'hui la croix de guerre avec palme qui m'a été remis par l'amiral de la flotte Darlan. Signé Jean Desmoutis. Donc voilà sa citation à l'ordre de l'armée de mer du 24 mai 40. Voilà, chasseur 6. Donc sous le commandement de l'enseigne de vaisseaux de réserve, a vaillamment pris part aux opérations de mer du Nord, ainsi de suite. Donc en fait, en juin 40, il va vraisemblablement entendre l'allocution du maréchal Pétain, qui va bien sûr dire que bon, il faut accepter la défaite, et donc bon, bien que comment dire, ça prendra encore un peu de temps avant que nous capitulions, si on peut dire. Bon, par contre, vraisemblablement, évidemment, il n'entend pas l'appel du général de Gaulle du 18 juin, mais dans la nuit du 17 au 18 juin, en fait, il y a un télégramme qui arrive à l'amirauté qui précise « Ne laissez aucun bâtiment de combat tomber intact aux mains de l'ennemi ». Les Allemands progressent, ils vont arriver d'ailleurs très rapidement à Cherbourg, à Brest, et donc il va prendre la décision, avant même d'entendre l'appel du 18 juin, de quitter la France pour rejoindre l'Angleterre. Donc il quitte Cherbourg, il était basé à Cherbourg avec son chasseur 6, donc le 18 juin, et tout le commissariat de la marine, en fait 2 heures avant l'arrivée des Allemands. Il était temps. Hein. Il arrive à Portsmouth à 20 h, le jour même de l'appel historique du général de Gaulle, fondateur de la France libre. Donc il est accompagné, je vous en parlais, donc du chasseur 5, commandé par Robert des Troyas, qui va mourir en Syrie, compagnon de la Libération, et par le chasseur 41, commandé par Élie-France Touchalaume, lui aussi compagnon de la Libération. Donc vous avez un chasseur 15, je n'ai pas trouvé de photo du chasseur 6, mais en fait ils étaient tous construits sur le même modèle. Donc c'était ce genre de bateau qui servait à faire la chasse aux sous-marins. Donc on a cette lettre manuscrite, assez émouvante d'ailleurs, de Jean Desmoutis, qui va justifier sa décision de continuer le combat en 4 points, ce qui n'est pas évident du tout, puisqu'en fait un officier obéit aux ordres de son état-major, et évidemment il savait potentiellement à quoi il s'exposait, finalement d'une sorte de désertion, quoi, de prendre sur soi, de s'en aller comme ça. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais le premier point, nous le devons pour notre honneur. Le deuxième, c'est nous le devons pour l'intérêt national. Le troisième, c'est notre intérêt particulier. Et le quatrième, nous n'avons plus le choix car les Anglais ne veulent pas nous laisser partir. Donc bon, il faut arriver de toute façon. Voilà. Donc va se passer les tristes événements peu de temps après de Mers-el-Kébir, hein, le sabordage de la flotte, le 3 juillet 40. Évidemment, ça va beaucoup jouer sur les marins. Beaucoup vont être très choqués de cet ordre de Churchill, hein, qui lui aussi sans doute n'avait pas beaucoup de choix. Donc en fait il ne reste plus qu'une poignée d'officiers de marine françaises qui souhaitent continuer le combat, agissant en parfaite cohérence avec leur référentiel de valeurs. Donc Jean Desmoutis, pétri de l'honneur chevaleresque traditionnel des familles anciennes. Je vous ai rappelé le parcours de cette famille, donc évidemment ceci est tiré du livre de M. Broté, 2012, 3 compagnons de la France libre, si... pas très sûr du titre précis, mais enfin voilà. Donc début juillet 40, la création des forces navales françaises libres, donc par le général de Gaulle avec le vice-amiral Émile Meselier à sa tête. Là nous avons on est tout début juillet 40, les instructions du commandant en chef, le commodore Robert L. Burnett, basé à Royal Naval Barracks à Portsmouth. Donc pour les bâtiments français, dont le chasseur 6 commandé par Jean Desmoutis. Évidemment, il passe pour l'instant, en tout cas sous le commandement des Anglais. Et donc on voit toute la suite, le chasseur 10, 42, le 3, le 5, le 6, et ainsi de suite, et d'autres navires, le Courbet, le Chevreuil. Voilà, il y avait quand même un certain nombre de bateaux qui avaient rejoint l'Angleterre. J'ai plus le chiffre en tête précisément, mais voilà.
Donc voilà le détail des instructions du bureau du commandement en chef pour inciter les officiers et les soldats français à continuer le combat auprès des forces britanniques. Hein, donc le 3 juillet 40. Donc je ne vais pas vous traduire, mais enfin c'est vraiment pour inciter. Voilà. Donc Jean Desmoutils va rejoindre les FNFL le 3 juillet 40, en fait, dès sa création, hein, pour être nommé commandant d'une compagnie du 1er bataillon de fusiliers marins, 1er BFM, donc, qui est créé le 13 juillet 40, avec Robert Destroyat à sa tête. Il va obtenir le grade de lieutenant de vaisseau le 25 juillet 40, et donc va prendre part à la formation et à l'entraînement de l'unité. Évidemment, on ne les envoie pas tout de suite, il y a toute une formation qui va se faire en Angleterre, sans compter évidemment les services secrets qui essaient de voir est-ce qu'il n'y a pas des gens infiltrés, hein, vous le savez, hein, avant de les envoyer, ils voulaient être sûrs, bon, avec des gens comme Jean Desmoutils, il n'y avait pas beaucoup de risques, mais enfin, sait-on jamais. Donc, après cet entraînement, du coup, il va commencer clairement, enfin il était déjà rentré dans le combat avant, puisqu'il a fait tous les combats dans la Manche et jusqu'en Hollande, mais ils partent, et donc ça sera l'opération de Dakar avec le bateau commandant Duboc, avec cette tentative de débarquement donc à Rufisque, hein, au Sénégal, en septembre 40. Ils vont être repoussés par les vichistes. Je crois que De Gaulle leur dit, bon, continuez plus loin, on ne va pas faire trop de morts français. Bon, ça n'a pas marché. Je pense qu'ils espéraient que les Français ne combattent pas trop et se rallient à la France libre, ce qui aurait pu être logique, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ils vont continuer leur route. Et alors, ça, c'est un petit questionnaire relatif à l'expédition de Dakar et à la tentative de débarquement au Sénégal. Donc, y a-t-il des Allemands ou des Italiens à Dakar? Ou la population indigène nous est-elle favorable? Oui, il y a un « trop ». Oui, non, la population blanche nous est-elle favorable? La population indigène nous est-elle favorable? Qui est hostile parmi la population blanche? Enfin, bon, le fait est que comme ils n'ont pas débarqué, je pense qu'ils n'ont pas pu vraiment savoir s'ils étaient hostiles ou non à la France libre. Mais enfin, c'est marrant de voir ces petits questionnaires. Et puis aussi des consignes, des attitudes à observer. Notre première arme, c'est notre pompon rouge. Notre aspect extérieur, notre attitude résolue et disciplinée, le déploiement pacifique de notre force. Notre deuxième, la crosse de nos mousquetons, la pointe de nos baïonnettes, la menace de nos FM, oui quand même, hein, c'est bon. Et la dernière, le feu sur ordre de vos officiers. Donc en fait, ça c'est une carte postale envoyée à Jean Desmoutils depuis le château de Préfontaine à Lézigné par son père Robert. Donc c'est donc cette résidence où il passait les vacances, donc le 10 octobre 40, parce qu'il n'a plus aucune nouvelle de son fils, évidemment, il était parti, et puis bon là, on est dans le flou total, hein. D'abord ils avaient sans doute pas beaucoup le droit de communiquer où ils étaient, et donc il n'a plus aucune nouvelle de son fils qui avait rejoint l'Angleterre. Alors il y a quand même quelque chose d'extraordinaire sur cette carte, parce qu'on se demande comment, avec une telle adresse, hein, enseigne de vaisseau Jean Desmoutils, commandant le chasseur 6, par le ministère de la Marine Vichy, France. Après juin 40, comment ça va arriver jusqu'à Jean Desmoutils? Ça, vous voyez, il y a comme quoi la poste des fois est fabuleuse. Mais bon, alors ça passe par l'Angleterre, hein, parce qu'on voit Past. Donc en fait, il arrive à recevoir cette carte. C'est extraordinaire. Donc le 9 novembre 40, ils ont poursuivi leur route sur les côtes de l'Afrique. Et donc ils arrivent en Afrique centrale et il va être officier de plage des troupes du colonel Leclerc, que l'on voit ici sur la photo, et il va participer donc aux opérations de ralliement du Gabon. Donc vous savez qu'en fait, je crois que c'est le Tchad, hein, le premier pays, donc c'est les pays d'Afrique centrale qui vont se rallier les premiers, voilà, après la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, où j'ai travaillé, et où habitent les 3 enfants de Jean Desmoutils. Et donc, il se voit confier le commandement de la marine qui va réorganiser dans ce pays donc jusqu'au 10 janvier 41. Donc, on voit le colonel Leclerc à Douala, après le ralliement du Cameroun, donc en octobre 40. Troupe du Cameroun, état-major du 4e bureau. Donc, note de service pour l'envoi depuis le Cameroun français libre de matériel, armement, munitions et essence à destination de Pointe-Noire, signé colonel Leclerc, gouverneur et commandant les troupes du Cameroun le 26-10-40. Cameroun français libre, vous voyez le cachet en bas, tous ces documents sont des documents originaux, hein, bien sûr, que j'ai scannés et qui j'espère seront préservés, pour l'instant ils appartiennent à la famille, mais c'est vrai que ce sont des documents qu'il faut préserver. Donc le voilà lieutenant de vaisseau en 40-41.
Et puis cette belle lettre aussi de Robert des Troyas à Jean Desmoutis. Donc en fait, évidemment, ils s'étaient connus avant, c'était des amis, ils étaient très proches. Et depuis Pointe-Noire, pour de nombreuses questions d'intendance, d'habillement, de matériel, de vivres, de solde des marins, donc on est en décembre 40. Mon cher Desmoutis, je ne vais pas vous lire toute la lettre, voilà, votre lettre nous a fait plaisir à tous, elle reflète les préoccupations que nous avons, mais tout finira par s'arranger. Oui, c'est vrai, il va falloir un peu de temps, mais bon, enfin pour lui, malheureusement non. Donc voilà la suite de sa lettre, voilà. À part cela, j'ai un travail fou, mais ne vous en faites pas, cela va. Meilleure amitié à vous et à, je ne sais pas, Le Meur, je pense, signé Robert des Troyas. Ça, c'est une lettre du capitaine de corvette Georges Thierry d'Argentlieu, donc chef des FNFL, à Jean Desmoutis, lieutenant de vaisseau, pour lui annoncer qu'il sera second du Duboc, afin de rallier l'Angleterre avec ce bâtiment. Donc on est toujours pareil, fin décembre 40 à Douala, mon cher Desmoutis. Alors, un certain nombre d'Argentlieu faisait ces P, très bizarrement, de papier officiel vous atteindront par le Duboc. Ils vont révolutionner votre vie, impossible de faire autrement, vous serez second du Duboc et rallierez l'Angleterre avec lui. C'est le seul moyen possible pour nous de partir un jour avec le Cap des Palmes. Oui, ça c'était, je crois que c'était un navire qui avait été capturé par la France libre. Voilà. Voilà, donc une belle lettre autographe de Georges Thierry d'Argentlieu. Donc une autre lettre de Robert des Troyas à Jean Desmoutis. On est toujours un peu plus tard, on est le 2 janvier 41. Mon cher Desmoutis, que devenez-vous? Allez-vous donc nous plaquer pour un métier médiocre au moment où nous allons tâcher de conduire nos francs fusillés à la gloire? Pensez à la peine que nous avons prise jusqu'à présent et au moment d'en récolter le fruit, vous nous abandonnez, je souhaite que vous vous défendiez de votre mieux, j'écris au commandant d'Argentlieu. En fait, ils ne veulent pas qu'ils partent en Angleterre pour faire un... Voilà, eux, ils sont au combat, et ils se disent, bon, l'Angleterre, c'est un peu l'arrière, quoi, donc non, il ne faut pas nous abandonner. Le fait est qu'il ne va pas abandonner, en effet, je ne sais pas si c'est grâce à la lettre de Robert des Troyas. Bon, je ne vais pas tous, voilà, vous lire, mais... Donc... Suite à l'ordre reçu d'Argentlieu de quitter l'Afrique pour rejoindre la Grande-Bretagne, il semble que Jean Desmoutis ait envisagé donc de quitter les FNFL. Ce courrier de Robert des Troyas nous le confirme. Allez-vous donc nous plaquer pour un métier médiocre donc? Nous avons passé côte à côte quelques beaux et durs moments, mais j'ai toujours apprécié votre présence qui m'a bien souvent réconforté et les nombreux services que depuis la formation du premier groupe des chasseurs, vous n'avez cessé de me rendre. Et il finit par « Dites à Yves-Marie Le Meur, officier des équipages, qu'il s'apprête, qu'il fourbisse ses armes, qu'il réveille ses fils et vienne vite nous rejoindre. » Donc je vous ai mis 2 signatures de Robert des Troyas. On est en 41 et c'est peu de temps avant sa mort. Donc un message postal de Douala du 6 janvier 41. Et donc avec le contre-ordre qui va enjoindre finalement Jean Desmoutis à rejoindre le 1er bataillon de fusiliers marins à Pointe-Noire au Congo. Donc voilà, finalement il ne partira pas à Londres. Donc on le voit ici au Levant, on est à peu près en janvier 41, donc en tout cas début 41, il est sous la tente en Syrie. Lors de cette campagne, il va participer à tous les combats où cette unité est engagée et c'est notamment grâce à cela qu'il va être fait compagnon de la Libération. Donc on le voit ici, cette photo est assez connue avec le lieutenant de vaisseau Hubert Amiot d'Inville, l'enseigne de vaisseau Élie France Touchalôme, l'enseigne de vaisseau Le Bourgeois, le lieutenant de vaisseau donc Jean Desmoutis et le fameux Père Lacouin. Donc c'est le camp de Castina en Palestine, hein, début juin 40, où beaucoup de forces des Français libres vont être regroupées, où d'ailleurs le général de Gaulle va distribuer notamment des décorations et je crois voilà d'ailleurs oui, des croix donc aux nouveaux compagnons de la Libération, donc le 26 mai 1941. Donc il va se couvrir de gloire en Syrie lors des combats de Djedé Tartouz et de Mézé, en fait c'est la banlieue de Damas. Malheureusement, le 21 juin 1941, le capitaine de corvette Robert des Troyas va être tué par un Français devant Damas. Et donc c'est Jean Desmoutis qui va le remplacer et qui va assurer le commandement par intérim du 1er bataillon de fusiliers marins. Alors j'ai retrouvé un document extraordinaire, un petit carnet, et où il relate la mort de Des Troyas, et finalement je pense qu'on
on va le publier dans le bulletin de la Fondation parce que il y a toujours eu un peu un flou et en fait par rapport aux autres versions, ça apporte un éclairage nouveau. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il a fait confiance à d'autres Français, il les a emmenés et on l'a mitraillé dans le dos comme ça. Et, voilà. Et ça, malheureusement. Donc voilà Robert des Troyas ainsi que ses camarades de la même unité, Hubert Amiot d'Inville. Donc on voit sur sa photo d'ailleurs l'astuce, dit le Pacha, dit le vieux, dit Amiot. Bon, il en avait beaucoup voilà. Et on le voit d'ailleurs, si vous regardez bien, avec sa croix de compagnon, le premier modèle avec les barres de travers. Hein. Donc après les rayures noires seront parallèles au tissu. Donc Élie-France Touchalaume et Pierre de Morsier qui va rejoindre un peu plus tard donc le premier BFM. Ils seront tous faits compagnons de la Libération. Donc du coup il va recevoir un ordre de quitter Beyrouth. On est le 16 septembre 1941, donc les combats de Syrie sont finis, et pour se rendre au Caire, afin de faire les démarches nécessaires pour trouver une place sur un avion, finalement pour rallier la Grande-Bretagne, après avoir brillamment combattu en Syrie. Signé par le capitaine de corvette Jacquet, donc le 15 septembre 1941. Voilà le cendrier de Jean Desmoutis, Beyrouth 41, les FNFL. Vous voyez déjà, il y avait des objets en pleine guerre, ils avaient trouvé le moyen déjà de faire des objets siglés. Voilà. Donc en septembre 1941, l'amiral Muselier va prendre la décision de dissoudre le premier BFM. Donc Jean Desmoutis est rappelé en Angleterre où il est nommé au commissariat national à la marine et à la marine marchande, puis à l'état-major des FNFL à Londres, le 15 novembre 1941. Il est promu capitaine de corvette temporaire le 20 août 1941 pour fait de guerre. Donc on voit donc le siège de la France libre au 4 Carlton Garden à Londres et la première revue des troupes de la France libre à Londres, donc le 14 juillet 1940 par le général de Gaulle. Voilà l'ordre du vice-amiral Muselier qui nomme le capitaine de corvette Jean Desmoutis chef du cabinet militaire du commissariat national à la marine et à la marine marchande, donc le 15-11-41. Une partie de la flotte des voitures Hillman fournie aux forces de la France libre du général de Gaulle par Shrimpton Motors Limited, rue Alkin à Londres, donc un concessionnaire bien connu. J'ai traduit la petite phrase qui était marquée, donc on était encore diplomatique, ce qui était très bien, cédé hein, sur ces belles voitures qui nous avaient été données donc, par les Anglais. Voilà le général de Gaulle de sortie sur le terrain d'Angleterre avec le contre-amiral Auboineau, qui sera lui aussi fait compagnon de la Libération. Donc on ne sait pas trop, entre 42 et 44, c'est pas trop la date de cette photo. Donc en fait, Jean Desmoutis, c'est un marin, et évidemment, il ne fait plus confiance au vice-amiral Muselier, qu'il était d'ailleurs allé voir à Londres avec Robert des Troyas, le 13 juillet 40, juste avant la création du premier bataillon de fusiliers marins, donc qui va être créé par l'amiral Muselier le 17 juillet 40. Donc en fait, ils ont anticipé, et évidemment c'est lui qui a pris la décision, mais quand même je pense que ça a compté pour que ça soit fait, que ces officiers viennent le voir pour lui dire de créer ce bataillon. Du coup, quand le vice-amiral Muselier démissionne de son poste de commissaire national de la marine et de la marine marchande le 3 mars 1943, eh bien Jean Desmoutis veut démissionner des forces navales françaises libres. On a retrouvé un brouillon, là aussi, d'une lettre adressée au commandeur Lacey, le 21 mars 1942, donc dans ses archives que vous allez voir. Et en fait, l'entête est au club des officiers des forces navales françaises libres, 50 Tufton Street, à Londres. Et donc, Sir, ayant donné ma démission des FNFL, pour compter du jour où l'amiral Muselier serait relevé de ses fonctions de commandant en chef, j'estime que ma décision est effective depuis le 19 mars 1942, date de la parution au journal officiel de la France libre du décret numéro 70 mettant l'amiral en réserve de commandement. Étant venu en Angleterre le 18 juin 1940 pour continuer la lutte aux côtés des Alliés, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je suis prêt à servir au travail de guerre que l'amirauté britannique voudra bien me fixer. I am, sir, yours truly. En fait, manifestement, il ne va jamais envoyer cette lettre, puisqu'elle est dans ses archives. S'il l'avait envoyée, il ne l'aurait plus. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que, malheureusement, il semble que ça ait transpiré, bien que la lettre, semble-t-il, ne soit jamais partie, mais ça va transpirer jusqu'aux oreilles du général de Gaulle, qui va prendre ça comme une forme de trahison ou de déloyauté.
à moins que sa démission fût tout simplement refusée, mais vraisemblablement il ne l'a pas envoyée puisqu'on a trouvé d'autres documents. Et le fait est qu'il va avoir donc un différend avec le général de Gaulle, et on dit que l'homme du 18 juin était assez rancunier, et d'après sa famille, il ne va pas lui pardonner cette infidélité, et il va opposer pendant des années un veto à son avancement dans le corps des officiers généraux, alors qu'il était revenu au pouvoir depuis 1959, en plus d'une importante divergence de vues entre les deux hommes sur la question de l'indépendance de l'Algérie en 61-62. Évidemment, là, il y aura des clivages très importants entre ceux qui veulent que l'Algérie reste française et ceux qui souhaitent que... Voilà, et donc, forcément... voilà. Et donc, on a retrouvé dans ces documents, plus tard d'ailleurs, une lettre de J.C. Dickens, Rex House, Lower Regent Street, à Londres, du 24 mars 1942. Et donc, sans doute une réponse au courrier que je viens de vous montrer, puisque cet officiel lui donne le conseil, comme l'aurait fait l'amiral Muselier, de rester à son poste et de ne rien faire qui pourrait nuire à l'efficacité de sa belle petite flotte et retirer sa démission si jamais il l'avait déjà officiellement envoyée. Donc on comprend bien qu'en fait il n'avait pas dû l'envoyer et que sur ces conseils-là, finalement, il n'en fera rien et il va continuer à se comporter d'ailleurs de manière admirable. Donc le 20 mars 1942, c'est une lettre circulaire de Charles de Gaulle, signé pour ordre par le chef d'état-major, le capitaine de frégate Jacquet. Donc il rappelle aux marins qu'ils doivent obéir malgré la démission du vice-amiral Émile Muselier et les changements opérés à la tête du commandement. Donc évidemment, le général de Gaulle se doute que ça risque d'entraîner des défections et il rappelle que ça ne doit rien changer. Voilà. Donc ça c'est la lettre personnel et secret qui accompagne l'ordre du général de Gaulle. Voilà, vous trouvez ci-joint une copie de l'ordre pris par le général de Gaulle en date du 20 mars 1942 qui vous rappelle au devoir militaire et vous met en face de vos responsabilités. Donc Jean Desmoutis ne va donc pas démissionner. Vous savez que donc du coup le vice-amiral Muselier va partir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils vont libérer Saint-Pierre-et-Miquelon, assez facilement d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de combat. Il va installer Alain Savary comme... oui, voilà, c'est ça, merci, gouverneur. Et donc Jean Desmoutis va être envoyé pour s'occuper de la marine à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc il va rejoindre cet archipel le 10 juin 1942 avec la corvette La Renoncule et donc il devient commandant de la marine à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc voilà son ordre à Londres le 25 1942, les forces navales françaises libres. Et il reçoit bien sûr des instructions en 14 points qui accompagnent son ordre de désignation. Et donc, évidemment, voilà, vous avez été nommé au commandement de la marine, vous prendrez passage sur la corvette pour toutes ces consignes. Donc... que vous pourrez lire si vous regardez voilà. Et donc on voit l'enveloppe encore, capitaine de corvette Desmoutis, secret et personnel. Bon, il n'y avait pas besoin de mettre d'adresse à Saint-Pierre-et-Miquelon en fait. C'était bien, on mettait son nom et on l'a retrouvé quoi. Bon, je ne suis jamais allé mais je pense que c'est pas très grand. Donc voilà, secret et personnel. Voilà le croiseur sous-marin Surcouf, donc qui servit au vice-amiral Muselier pour le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon en décembre 1941. Il était commandé par le capitaine de frégate Georges Blaison, qui je crois va être compagnon de la Libération aussi d'ailleurs. Et c'était le plus grand sous-marin au monde à cette époque, il faisait 110 mètres, c'était un très grand bâtiment, malheureusement qui va couler, dans des circonstances assez... voilà. Donc voilà un télégramme d'Alain Savary, qui deviendra ministre plus tard d'ailleurs, comme vous le savez, bien plus tard. Gouverneur et administrateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc compagnon de la Libération du 10 janvier 1945, depuis Ottawa, et donc pour dire qu'il était heureux de savoir que le commandant Desmoutis était bien arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc voilà l'arrivée et la cérémonie, donc vraisemblablement à son arrivée en tant que commandant de la marine. Donc on voit... Jean Desmoutis, bien sûr, au milieu, avec sans doute des anciens combattants à sa gauche. Et donc, il va commencer à assumer son rôle, donc ordre du jour du 11 juin 1942, au lendemain de son arrivée, et donc il décrète tout un ensemble de choses. Marin de Saint-Pierre,
pas si avec des marins d'ailleurs. C'est avec joie et fierté que je prends aujourd'hui le commandement de la marine à Saint-Pierre et le commandement du secteur de la défense de l'archipel. Bon. Voilà, et il rappelle un petit peu les choses importantes. Alors le problème, c'est qu'il va y avoir, comme toujours, des questions de conflit, d'intérêt, de pouvoir entre le gouverneur Savary et le commandant de la marine. Donc, en théorie, ils n'ont pas les mêmes prérogatives, mais des fois, c'est pas facile. Alors, donc là, on a une lettre donc, du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, donc de Savary, pour monsieur le capitaine de corvette d'Esmoutis, donc secret et personnel. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. Voilà, alors il va y avoir un problème avec le capitaine Raymond Gesmar alias Villers-Alran. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais enfin bon, des petites guéguerres, voilà. Donc, et donc Jean Desmoutis va répondre. Il va faire une mise au point parce qu'il ne se laisse pas faire. Donc les malentendus et les flottements d'hier soir ayant démontré que la situation incohérente existant actuellement ne pouvait se continuer plus longtemps, je crois nécessaire de revenir immédiatement à l'application des règlements français, dont voici quelques points. Et donc il décline tout pour répondre donc à Alain Savary. Donc encore deux notes de Villers-Alran. Voilà. Oui, alors, la pêche locale risquant d'être interrompue par le manque de carburant, j'ai l'honneur de vous demander que la marine cède au service du ravitaillement un certain nombre de barils d'essence. Je vous propose de céder 30 barils, au cas où ce chiffre vous paraîtrait excessif. Et donc, réponse de Desmoutis qui lui dit non, je ne vais pas vous donner d'essence. Donc, voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est. Voilà, c'est. Bon, on pourrait dire c'est un peu anecdotique, mais enfin bon, voilà. Et alors là, oui, là c'est une note, donc j'ai l'honneur de vous informer à toute fin utile qu'un hydravion de la RCAF survolera le territoire cet après-midi. Cet hydravion répond au signalement, nanana, bon c'était pour éviter, voilà, toute fin utile veut-il dire tirer lui dessus ou non? Et au crayon bleu en haut, et l'interdiction de survol. Donc oui, parce que c'est ça, c'est Jean Desmoutis qui dit toute fin utile, veut-il dire tirer lui dessus ou non? C'est pas très clair. Et donc en théorie, ils avaient interdiction de survoler l'archipel. Bon. Donc il va y avoir des visites, évidemment, on est tout près du Canada, hein, vous le savez, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc le lieutenant Frederick James Gordon Johnson, et donc lui écrit une lettre donc, pour le remercier de l'accueil fait à son bâtiment et à ses hommes lors de leur passage à Saint-Pierre-et-Miquelon le 10 septembre 1942. Donc voilà le bateau qu'on voit là. Donc toute la cordialité qui a été mise pour accueillir ces marins. Donc ça c'est un télégramme du commandant des FNFL donc à Londres, pour redire la nécessité d'une étroite collaboration avec l'administrateur de Saint-Pierre-et-Miquelon et le départ prochain de Jean Desmoutis qui se verra donner un commandement à la mer. Donc on voit bien que toutes ces tensions quand même, c'était assez compliqué et finalement il va repartir. Bon, j'imagine de toute façon qu'il s'ennuyait peut-être un peu. Bon, Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, le territoire s'est rendu facilement et après c'était plus de la gestion au quotidien sans combattre, quoi. Alors oui, ça c'est une note d'Alain Savary, gouverneur et administrateur, donc, qui est très mécontent que Jean Desmoutis ait organisé un défilé militaire pour le 11 novembre sans l'en avertir, alors qu'il y avait une autre cérémonie organisée par ailleurs par les anciens combattants auxquels il ne s'est pas rendu. Donc chacun a organisé sa cérémonie du 11 novembre. Bon, on voit que vraiment c'est... voilà. Ouais, c'est un peu cloche-merle. Bah, c'est tout petit, hein. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que 2 cérémonies du 11 novembre à Saint-Pierre, ça faisait beaucoup. Et donc, alors, Savary n'est pas content du tout. Voilà. Donc, retour de Jean Desmoutis à l'état-major des FNFL à Londres, 15 décembre 1942. Il va suivre une nouvelle formation de détection anti-sous-marine, janvier-février 1943, puis il rejoint Beyrouth le 31 mai 1943 pour prendre le commandement de l'aviso commandant dominé. Donc vous voyez ce bateau qui va survivre à la guerre, d'ailleurs, puisque cette photo a été prise en 1950, donc vraisemblablement photo Marius à Toulon, donc dans la rade de Toulon.
Voilà le comité national français, le commissariat national à la marine, donc avec le décret du 19 février 1943, informant le capitaine de corvette Jean Desmoutiers qu'il devient le commandant de l'Aviso, commandant dominé, signé par le commissaire national à la marine, le contre-amiral Philippe Auboineau, que vous avez vu sur une photo avec le général de Gaulle. Avec ce bâtiment, il va faire de nombreuses missions. Alors ça va être beaucoup de missions d'escorte en fait, de convois en Méditerranée pour les protéger bien sûr hein, des forces allemandes et alliées aux Allemands, donc en mer Rouge, dans l'océan Indien, donc ils vont faire beaucoup de routes en mer. Il est même crédité d'un sous-marin probablement coulé. Il va aussi prendre part aux opérations de reconquête de l'Italie. Et puis il part en Grèce dans le Dodécanèse en septembre 1943 sur l'île de Castellorizzo, où il y a de nombreux combats qui s'engagent avec le bombardement du bord par des appareils allemands. Donc suite des actions dans le Dodécanèse italien, cette fois-ci avec les Britanniques en novembre 1943, et donc le commandant dominé va reprendre ses patrouilles au Levant à partir de janvier 1944. Pendant ce temps, comme vous le savez, Jean Desmoutiers et Hubert Amiot d'Inville vont être condamnés à mort par contumace le 20 janvier 1943 par le premier tribunal maritime de Toulon, avec confiscation générale de leurs biens. En fait, cet avis a été placardé le 29 novembre 1943 par le garde champêtre, qui est ami de la famille, sur la porte de la maison du Ménil à Saint-Cloud. Il n'a pas osé en fait leur apporter, il les connaissait, il avait un peu honte de leur apporter, voilà. Et puis, j'aime bien toujours l'administration, parce que veuillez agréer, madame, mes salutations les plus respectueuses. En effet, on vous condamne votre fils à mort et on vous confisque tout, mais voilà, l'administration reste toujours très polie. Voilà. Bon, évidemment, tous ces gens vont être réhabilités, leurs biens ne vont pas être confisqués. Le fait est qu'il y avait déjà des... C'était un peu compliqué, il y avait avec la mère, bon, enfin lui n'avait pas grand-chose encore à l'époque, donc il n'y avait pas grand-chose, et sa mère habitait là, donc on ne va rien lui prendre, et évidemment... Il ne va pas être fusillé, il aurait été pris en France, là il aurait pu être fusillé, hein, ça c'est sûr, ils étaient condamnés à mort. Et donc là c'est une lettre donc, de Joseph Desmoutiers, son frère, qui est au 3e RCA, à Mademoiselle Wilms, en date du 20 septembre 1943 pour Alger. Et donc son frère va écrire à Mademoiselle Wilms, au bon soin de l'état-major de la marine, théâtre des opérations extérieures Alger, là aussi les adresses, qui se débrouillent. Hein. Donc, en fait, pour le féliciter de son futur mariage, parce que, en fait, son frère, qu'il a croisé en Syrie en 1941, eh bien, il combattait avec les forces loyalistes, et donc, évidemment, ils étaient un peu fâchés. Alors, ils ne se sont pas tirés dessus, mais il en est fallu de peu. La signification de croiser dans ces conventions-là, c'est... Oui. Bon, il est possible, d'ailleurs, qu'il y en ait qui se soient réellement affrontés de famille. Bon, là, ce n'était pas le cas. En fait, son frère va être fait prisonnier en Tunisie par les Allemands, parce que depuis, il avait rejoint les forces alliées, et donc, il redit sa profonde affection pour son frère, suite, en effet, à ce passage... voilà, toute cette lettre importante. Donc ça c'est le laissez-passer du capitaine de corvette Jean Desmoutiers des FNFL, donc fait à Londres le 9 février 1943, et signé par Jean Desmoutiers bien sûr. Ça c'est un foulard commémoratif donc offert par Jackie Desmoutiers, donc la femme de Jean Desmoutiers, à sa fille Marie-France, avec les différents bâtiments, le commandant dominé, bon, et bien d'autres qui ont participé. Donc voilà. Donc voilà le certificat du contre-amiral Lemonnier, chef d'état-major de la marine, pour le droit au port de l'insigne individuel à Croix de Lorraine. Moi je ne l'ai pas reçu, mais je le porte quand même. Voilà. Fait à Alger le 1er décembre 1943. Donc en effet, il y avait un certificat qui donnait droit au port de cet insigne des FNFL. Donc on se retrouve à Londres en fait parce que Jean Desmoutiers va rencontrer Pauline Marie Wilms, dite Jacqueline Wilms, et même Jackie, en 1941 à Londres, parce qu'elle travaillait à l'état-major des FNFL. Donc on la voit dans le cercle rouge là, à Westminster House. J'aimerais bien savoir avec les archives, peut-être retrouver les autres personnes qui sont sur cette photo, qui sont assez identifiables, donc dans ces bureaux de l'état-major à Londres. Elle va aussi, vous voyez, c'est une très belle femme, elle va participer à des ventes de charité à Londres pour les FNFL, hein, pour obtenir un peu de sous, pour du soutien. Hein, voilà. La voilà encore à ma droite, donc peut-être, oui, à votre droite aussi, donc toujours lors de cette vente de charité pour les FNFL.
Donc Jackie Wilms, en fait, est née le 26 août 22 à Richmond, en Grande-Bretagne, mais elle est franco-anglaise. Elle obtient donc, grâce à l'amiral d'Argentlieu, l'autorisation de rallier Beyrouth pour se marier avec Jean Desmoutis, et la cérémonie sera célébrée à la cathédrale Saint-Louis des Capucins, paroisse latine de Beyrouth, au Liban, le 5 janvier 1944. On voit cette photo du vice-amiral Muselier qui est dédicacée à mademoiselle Wilms, bien amicalement, Londres, le 22 mars 1943, vice-amiral Muselier. Donc évidemment, ils se connaissaient puisqu'elle travaillait à l'état-major des FNFL. Donc voilà une photo de leur mariage à Beyrouth, le 5 janvier 1944. Évidemment, la famille ne peut pas être là. Donc il y a des marins avec lui. Et puis, sans doute, oui, plutôt des soldats qui l'ont accompagné. Donc voilà encore une photo de son mariage où on le voit avec l'insigne des FNFL, bien sûr. Encore une autre photo de son mariage. Et ça, la tenue est différente puisque là, il est en blanc. Et donc, une autre cérémonie ou peut-être une messe, je ne sais pas, un peu plus tard. Donc voilà le livret de famille délivré au moment de leur mariage à Beyrouth. On voit quand même délégation générale de la France libre au Levant. Donc on a déjà des papiers. Hein. Voilà, la France libre au Levant. Et donc voilà le livret de mariage donc, de Jean Desmoutis et Jacqueline Wilms. Une photo émouvante que j'ai retrouvée aussi, donc c'est Jean Desmoutis avec Joséphine Becker. Donc j'ai fait l'inauguration du collège Joséphine Becker à Marseille il y a quelques jours. Donc j'étais très fier de porter le drapeau de la première DFL. Et donc, bon, évidemment, je ne vais pas vous faire l'exposé sur Joséphine Becker, mais quand on a retrouvé cette photo, c'était très émouvant. Elle a le moustique de Jacques Licari, et puis lui, il a son insigne FNFL. Donc, la citation à l'ordre du corps d'armée pour l'avis au commandant dominé, attribution de la croix de guerre avec étoile de vermeil pour les commandants successifs du bâtiment, signé le vice-amiral Lemonnier, donc en 20 novembre 1945. Donc, en tout cas, la guerre en Europe est finie. Donc il va quitter son commandement au Moyen-Orient le 15 juin 1944. Il est considéré par ses pairs comme un très bon officier. Et donc il va être nommé chef d'état-major de la marine à Madagascar du 25 juillet 1944 au 20 juillet 1945. Donc jusqu'à finalement la fin de la guerre totale. Et donc on le voit en capitaine de corvette vers la fin de la guerre. Et ça c'est la revue de Madagascar, la série de la Libération que j'ai dans mes archives. Donc sa première fille, Marie-France, va naître à Madagascar, le 1er novembre 1944, à Tananarive, et donc quand la paix survient enfin, il sert toujours à Madagascar. Donc là, on n'est plus à Madagascar, on est à Nouméa, donc en 1947, puisque après, donc, il va rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Donc pour tous ces faits de guerre, et ceux qui viendront d'ailleurs, il va être décoré à plusieurs reprises. Donc il a la croix de guerre 39-45 avec 3 palmes, la croix de guerre des TOE avec une citation, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, la croix de compagnon de la Libération, la médaille de la Résistance avec rosette, l'officier de l'ordre de l'Étoile Noire, enfin il était officier de l'ordre de l'Étoile Noire du Bénin, la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, la médaille commémorative 39-45, la croix de guerre des Pays-Bas, la Brandsen-Kroes, puisqu'il a fait donc ses opérations là-bas, la médaille coloniale avec agrafe Extrême-Orient, et il était aussi officier de l'ordre de l'Étoile d'Anjouan des Comores. Voilà sa petite barrette. Et bien sûr la fameuse croix de compagnon de la Libération qui va être décernée à seulement 1038 compagnons, dont 6 femmes et 5 communes. Donc je vous avais dit, vous voyez le premier modèle, les rayures noires sont obliques, et alors que le modèle suivant, assez rapidement d'ailleurs après, vont avoir les rayures noires verticale. Donc Patriam servando victoriam tulit, donc en servant la patrie, il a remporté la victoire. J'ai réussi à retrouver, là aussi c'est une histoire incroyable, puisque grâce à un de ses fils qui est à Nouméa, je cherchais désespérément son brevet de compagnon de la Libération, c'est quand même un document assez rare, et un de ses fils me dit « Ah oui, j'ai peut-être quelque chose dans un rouleau, je crois qu'il y a du verre autour », et là tout de suite je dis « Ah oui ». Et en fait ce qui se passe, c'est que Jean Desmoutis va mourir en 65, et en 66, je crois que c'est Claude Étier de Bois-Lambert, qui est donc le chancelier, va décider de renvoyer tous les diplômes, en fait, parce qu'il y en a qui n'en ont pas eu des compagnons, parce que c'était la guerre, certains en ont eu, certains n'en ont pas eu, d'abord il y a eu plusieurs diplômes, on le verra, et donc il va décider de renvoyer à tous les compagnons et aux familles, pour ceux qui sont morts,
Et donc, en fait, ça va arriver après sa mort, puisque ça se passe en 66, et ça va rester dans le rouleau. Vous verrez le rouleau avec la chancellerie. Enfin bon, sa femme l'a même pas touché, elle l'a laissé comme ça. Bon, c'est un document émouvant. Voilà, je vous ai fait... J'ai fait plusieurs photos parce que c'est rond. Grande chancellerie de l'Ordre de la Libération, médaille de la Résistance française, Madame Desmoutis, donc à Fontainebleau. Voilà, donc envoyé, décidé par Claude Étier de Bois-Lambert, grand chancelier de l'Ordre de 62 à 78. Donc en 66, d'ailleurs oui c'est ça, janvier 66, il renvoie. Voilà. Donc voilà sa carte nationale d'identité, délivrée par le ministre de l'Intérieur, et stipulant son appartenance à l'Ordre de la Libération. Donc c'est une belle carte d'identité quand même, avec l'Ordre de la Libération. Hubert Germain, notre dernier compagnon de la Libération, décédé donc à 101 ans, assez récemment. Donc vous voyez, le premier brevet de compagnon, en fait, hein, d'Antoine Bissagné, qui est mort au combat le 10 août 44. Donc ça c'est le premier modèle, il y en a eu peu, signé par Georges-Thierry d'Argentlieu et Charles de Gaulle. Le deuxième modèle, Fred Scamaroni, donc ça c'est collection du musée de l'Ordre de la Libération, donc on voit que c'est un petit peu changé. Et puis enfin le troisième modèle, plus joli, plus décoré, avec le grand collier de l'Ordre de la Libération, donc notamment de Paul Ortoli, qui était aussi un grand marin. Donc voilà sa nomination au décret du 19 novembre 1945 portant attribution de la croix de compagnon de la Libération, donc à Paul Ortoli, contre-amiral Paul Ortoli et capitaine de corvette Desmoutis, ils l'ont lu en même temps. Donc voilà cette notification. Donc le général de Gaulle est en train de remettre la croix de la Libération au commandant du sous-marin Ruby et de la corvette Aconite, Henri Rousselot et Jean Levasseur. Ces deux bâtiments vont être faits compagnons de la Libération, donc à la Marine nationale. Voilà son diplôme d'officier de l'ordre de l'Étoile Noire du 28 mai 1947. Alors, vous savez, c'était des ordres dans les colonies. Il y avait le Nisham Iftikhar, il y avait l'Étoile d'Anjouan. Bon, voilà, il y avait beaucoup d'ordres comme ça dans les colonies. Et voilà sa nomination comme officier de l'ordre de l'Étoile d'Anjouan, hein, donc Desmoutis, capitaine de frégate, donc le 15 mai 1953, donc un peu plus tard. Ça, c'est l'ambassade des Pays-Bas qui lui attribue la Bronzenkreuz, la croix de bronze. Hein, donc c'est signé Juliana, reine des Pays-Bas, princesse d'Orange-Nassau, etc. Et donc, voilà, bien sûr, c'est la reine qui signe. Ça, c'est le document qui émane de la Grande Chancellerie pour la création d'une société des compagnons de la Libération. C'est la convocation pour la première réunion fondatrice le 1er juin 1947, donc signé par le grand chancelier, l'amiral Thierry d'Argentlieu. Donc il va rentrer de Madagascar avec le Cap des Palmes, toujours le fameux bateau dont je vous avais parlé, en juillet 1945. Il va rester 2 ans, d'abord à Toulon, au service à terre, et puis au quartier général de la Marine à Paris, jusqu'à fin 1946. Et puis il va s'embarquer à Marseille pour partir donc en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, pour devenir le commandant de la base navale Chalex. Donc voilà une photo avec son premier fils, donc Bob, Robert Philippe, qui va naître en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a Marie-France la première, et puis Bob qui arrive en second le 14 mars 1947. Donc les voilà tous les deux avec sa voiture américaine. Alors une des blagues de Bob, c'est qu'il y a un quartier à Nouméa qui s'appelle l'Orphelinat. Et donc il disait toujours « je suis né à l'Orphelinat », alors bon, il faisait pleurer dans les chaumières, ça l'amusait un peu. Alors que bon, il était loin d'être orphelin. Donc voilà Jean Desmoutis en capitaine de corvette en 1949. Et voilà en fait la personne qui m'a permis de connaître Jean Desmoutis, parce que je suis en train de travailler sur René Catala, qui a travaillé longtemps à Madagascar, avant de venir en Nouvelle-Calédonie. Il va fonder l'aquarium de Nouméa, et surtout il va fonder l'Institut français d'Océanie, l'IFO, qui va devenir le centre Orstom et le centre IRD. C'est mon organisme de recherche. Et donc en cherchant des renseignements sur Catala, quelqu'un me dit « va voir Bob Desmoutis, il l'a connu, et c'est comme ça qu'il me parle de son père, de compagnon de la Libération, et c'est comme ça que voilà, et j'en suis arrivé là. » Donc ils vont être logés temporairement d'ailleurs à l'IFO, grâce au docteur Catala, et qui va récupérer un hôpital donc pour créer ce centre. Hein, vous savez que c'était une base arrière des Américains pour la guerre dans le Pacifique. Ça n'a jamais été bombardé, donc du coup ils avaient plein d'hôpitaux, tous les blessés arrivaient en Nouvelle-Calédonie, et du coup ça a même triplé la population. Ça a beaucoup changé d'ailleurs la mentalité, parce que d'un seul coup pour eux c'était très éloigné, très reculé,
Et là, d'un seul coup, l'arrivée des Américains, comme ça a pu l'être un peu en France d'ailleurs. Hein. Donc voilà, donc on les voit à Nouméa, à Lansvata, donc sur le bord de mer. Donc il va devenir commandant de la base navale. En fait, cette base elle va être laissée par les troupes américaines et elle va servir temporairement donc, de base aérienne pour la compagnie Trapas, qui est une compagnie qui avait quelques hydravions, donc Catalina, et qui vont assurer des transports aériens pas très longtemps. Il va quitter la Nouvelle-Calédonie en mai 49 pour aller donc à Papeete, à Tahiti, par le ville d'Amiens. Donc le voilà au départ de Tahiti, hein, on le voit à gauche, avec les traditionnels colliers de tiare qu'on met autour du cou. Donc c'est le frangipanier, plumeria, rubra ou autre. Voilà, le départ de Tahiti en famille en 49. Et puis il va être affecté comme chef du service intérieur et donc il va embarquer le 3 avril 50 sur le croiseur Gloire. Et après il va se porter volontaire pour l'Indochine et donc servir à l'état-major des forces maritimes Extrême-Orient comme officier de liaison. Donc on les voit ici à Saïgon, sur la rue Katina, qui était la Canebière de Saïgon, donc en Indochine en 1950. Donc le voilà une réunion militaire à Saïgon en 1950, au milieu d'autres militaires. Voilà la naissance des faux jumeaux, Gilles et Caroline, à Toulon, le 16-9-50. Quand je leur ai remonté la photo, ils disent c'est tout à fait notre père, il nous tient comme des barils de lessive sous le bras, la clope au bec. Voilà, et puis bon, c'était comme ça. Il va être promu capitaine de frégate en 52. Il insiste pour effectuer des missions opérationnelles, donc notamment le premier semestre 52, qui lui vaudront une nouvelle citation à l'ordre de la division une étoile d'argent sur sa croix de guerre TOE, officier supérieur d'une haute valeur morale et professionnelle et d'un dévouement remarquable, chargé de la section affaires alliées à l'état-major du vice-amiral d'escadre, commandant les forces maritimes. Malgré les lourdes tâches de sa charge, a tenu à participer à des missions opérationnelles et notamment à bord d'avions d'assaut de la Romanche le 26 février 1952 dans la région de Kamau, effectuant le bombardement d'installations rebelles dans la région de Kaolan sur le Mékong. Voilà sa carte d'identité d'officier d'actif de la marine française, 51. Citation à l'ordre de la division à Saïgon, donc par le vice-amiral d'escadre Filippo Buono, grand officier de la Légion d'honneur et compagnon de la Libération. Encore une fois le général de Gaulle et le contre-amiral Buono, donc là on revient pendant la guerre en 1943 sur Laconite, près de Glasgow. Voilà la médaille coloniale avec agrafe Extrême-Orient, qu'il recevra en 1953. Donc cette même année, il va repartir en métropole sur le paquebot La Marseillaise. Il va rester 2 ans à Toulon, au secteur de défense du port, puis il va repartir en Indochine en janvier 1955 pour être second sur le navire-atelier Jules Verne. Donc là, on est à Saïgon, c'était une messe lors du départ de l'amiral Cabanier, en juin 1955, avec les compagnons de la Libération, Del Sol, Millet, Desmoutilles, Saint-Hillier, Hautefeuille, donc une sacrée brochette de compagnons, donc sur cette photo. Son troisième fils, Jacques, va arriver à Toulon en 1955. Il embarque sur le Calédonien, parce qu'il va retourner une seconde fois en Nouvelle-Calédonie, toujours comme commandant de la marine. Il va arriver à Nouméa fin décembre 1955 avec sa femme et ses 5 enfants. Il sera aussi attaché naval non permanent pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est donc lui qui sera commandant de la marine lors de la visite du général de Gaulle en Nouvelle-Calédonie en septembre 1956. C'était la première fois que le général de Gaulle venait dans ce territoire, qui était donc quand même un des premiers territoires ralliés à la France libre, après l'Afrique centrale. Et donc son dernier enfant, Isabelle, va naître à Nouméa le 31 août 1956. Bon, vous comprenez pourquoi une partie de ses enfants sont restés en Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils y sont nés, et ils sont attachés à cette terre malgré les difficultés actuelles. Voici la dédicace sur les mémoires de guerre de Charles de Gaulle, le premier volume, donc dédicacé à Jean Desmoutilles en date du 20 janvier 1955, au capitaine de frégate Jean Desmoutilles en souvenir de notre combat, amicalement, son compagnon de la première heure. J'ai beaucoup hésité en fait, parce que l'écriture du général de Gaulle n'est pas toujours facile. J'ai dit, mais son compagnon, en fait c'est Desmoutilles qui est le compagnon. Et en fait on me dit non, il considérait ses compagnons, ils étaient tous des compagnons en fait. Donc en fait, Charles de Gaulle était aussi son compagnon. Je pense que c'était l'esprit de ce qu'il a voulu dire. Voilà, donc quelques coupures de journaux de la France australe, quand il est donc commandant de la marine à Nouméa lors de
ce deuxième séjour, toujours un peu la clope au bec, mais bon, malheureusement, c'était l'époque. Voilà l'arrivée du général de Gaulle à Nouméa, dans la baie de l'Orphelinat, où est né Bob, donc en septembre 56, donc beaucoup de monde quand même. Et puis, il va faire la revue des troupes avec le gouverneur Aimé Grimald. Les salutations du général de Gaulle avec Jacques Compin, secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On voit Jean Desmoutis dans le petit cercle rouge et le gouverneur, donc Aimé Grimald, qui est caché par le général de Gaulle. Toujours le général de Gaulle lors de la visite en septembre 56, avec une belle américaine, évidemment, qui va rester du temps du passage des Américains. Et puis, cette photo aussi, dans le rond rouge, où on remarque Jacques Faucard, hein, l'éminence grise pour l'Afrique du général de Gaulle, qui était aussi avec lui lors de cette tournée. Voilà, la foule et les enfants avec le drapeau à la Croix de Lorraine, donc pour accueillir le général de Gaulle en 56. Donc des prises d'armes, donc Jean Desmoutis, Aimé Grimald, et puis Jacques Compin, donc toujours en 56. Et là, je vous ai mis une traction, une 15-6 avec le drapeau de la France libre et la Croix de Lorraine. Donc encore une prise d'armes, on voit le gouverneur qui est en train de donner l'accolade à Jean Desmoutis, qui présente les armes. Et puis, évidemment, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu le bataillon du Pacifique, hein, donc il y a eu plusieurs compagnons de la Libération, hein, notamment Auguste Bénébig, compagnon de la Libération de septembre 42, Jean Tranap, et donc 2 membres du bataillon du Pacifique qui se sont illustrés à Birakem, et où leur commandant, Félix Broche, va être tué au combat et être fait compagnon de la Libération aussi. Donc on voit la décoration de Jean Tranap, donc, par le général de Gaulle. Voilà Félix Broche, qui était né à Marseille, et qui commandait donc le bataillon, qui est mort à Birakem le 9 juin 42, compagnon à titre posthume, donc le 11 mai 43. Jean Desmoutis en Nouvelle-Calédonie, capitaine de frégate, on le voit ici avec son épouse. Des cérémonies, donc là où il est en civil, d'ailleurs avec le secrétaire général du gouvernement, Jacques Compin. Et en fait, le fils de Jacques Compin a épousé Marie-France Desmoutis. C'est la petite histoire, mais bon, voilà. Du coup, ils se sont produits comme ça. Et donc, voilà Marie-Thérèse Compin, l'épouse de Jacques Compin, donc, qui danse avec Jean Desmoutis en tenue de gala à Nouméa. Le voilà sur le dragueur de mine Le Tiaré à Nouméa en 56. Voilà ce qu'étaient ces dragueurs de mine, c'est pas des très grands bateaux. Voilà, là c'est sans doute une cérémonie d'adieu, on lui a offert un petit cadeau à la base navale. Donc le voilà, encore quelques photos de cette époque. Saint-Cloud, Noël 58, donc avec tous les enfants du couple, donc Gilles, Caroline, Jacques, Isabelle, dans les bras de Marie-France, et Bob, donc à droite, qui est ici. Voilà. Alors, il n'y a pas que les enfants, hein. Évidemment, il y en a d'autres, parce qu'ils n'ont pas eu tous ces enfants, mais en tout cas, ils y sont tous là. Alors, vous vous rendez compte, là, il va quitter la Nouvelle-Calédonie avec le Tahitien, fin décembre 57, et en 58, il va rejoindre l'état-major de l'OTAN, le QG des forces alliées, ou SHEP, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, à Louveciennes, à côté de Fontainebleau, puisqu'ils habitent là. Donc, il est avec le vice-amiral d'escadre Léon Sala, qui est adjoint au commandement suprême. Donc, Jean Desmoutis n'était pas très grand, vous le voyez... Et paraît-il, il avait des très petits pieds. Donc, pour lui faire des chaussures militaires, ça devait être sur mesure. Donc on voit une réunion à l'OTAN, circa 59. Donc il assume des responsabilités importantes, évidemment, avec différents acteurs de cette organisation. Il va être promu officier de la Légion d'honneur en décembre 57 et capitaine de vaisseau en avril 59. Le voilà sur le porte-avions Foch en 63. Et puis il va être nommé au Centre des hautes études militaires comme auditeur puis comme instructeur. Ensuite il va rallier l'état-major à Cherbourg. Donc on voit cette coupure de journaux, le journal de Cherbourg, donc voilà, qui annonce l'arrivée, le commandant Desmoutis, voilà, qui succède au capitaine de vaisseau Chevillotte, qui est arrivé donc à Cherbourg. D'autres coupures de journaux, la presse de la Manche, donc qui relate cette arrivée du capitaine de vaisseau Desmoutis, donc à Cherbourg. Malheureusement, il va tomber malade très peu de temps après. Donc voilà un certificat médical, voilà, reconnu atteint de syndrome pleuropulmonaire aigu avec état fébrile.
Et il va y avoir 2 comptes rendus d'événements qui vont être rédigés en octobre 64 pour justifier cette affection pulmonaire, et notamment donc des témoignages qui sont assez émouvants aussi, donc qui résument que dans la nuit du 17 au 18 novembre, le capitaine Desmoutis donc a organisé sur place dans des conditions de temps très pénibles, vent froid et pluie violente, les secours à la population de certains quartiers de Cherbourg inondés par une brusque crue de la rivière Trottebec. Quelques jours plus tard, le capitaine de vaisseau Desmoutis apparut très fatigué, toutefois il n'a pas jugé son état assez inquiétant pour passer une visite médicale. Donc on essaie de le défendre, malheureusement c'est un cancer des poumons, et donc c'est bien plus grave que ça. Donc voilà, en 64, en civil, lors d'une période de rémission, puisqu'il va être en arrêt maladie, évidemment. Et donc, en fait, voilà une lettre de Claude Étier de Bois-Lambert, grand chancelier de l'ordre, qui écrit à Jacky Desmoutis pour s'enquérir de la santé de Jean Desmoutis. On est très peu de temps avant son décès, le 18 décembre 1964. Et donc, il va finir par, malheureusement, décéder à 53 ans, jeune, des suites d'un cancer du poumon. Bon. C'est vrai que manifestement il fumait beaucoup. Mais bon. Le 11 janvier 65 à Fontainebleau, après une petite période de rémission. Donc il va finir sa carrière comme capitaine de vaisseau. Il avait été inscrit 2 fois au tableau pour passer dans le corps des officiers généraux, donc contre-amiral. Mais d'après Éric Breté, donc en 2012, il aurait quand même accédé au grade de contre-amiral le 1er décembre 63. Il l'aurait vérifié aux archives. Mais comme je vous l'avais dit, le général de Gaulle avait plusieurs fois mis son veto à cette promotion, en rapport avec ces divergences importantes de vues sur la question de l'indépendance algérienne, et aussi peut-être cette tentative de démission des FNFL en 1942. L'amiral Lahaye a prononcé son éloge funèbre en janvier 65, en présence du vice-amiral Philippon, qui représente le président de la République, de l'amiral Cabanier, chef d'état-major de la marine, représentant le ministre des Armées, et le grand chancelier de l'ordre de la Libération. Sa modestie était telle qu'il n'en parlait jamais. Maintenant vous savez. Marin d'action, homme de cœur, officier hors de pair, si la France libre, les compagnons de la Libération, tous vos amis de la marine et des armées, ressentent aujourd'hui avec une profonde peine le départ d'un officier d'élite, glorieux combattant entre tous, je ressens pour ma part l'infinie tristesse et l'inexprimable chagrin de perdre un très grand ami, doublé d'un équipier inestimable. Si vous nous quittez, votre carrière, votre esprit d'abnégation, votre dévouement à la patrie demeure un grand exemple, et des officiers tels que vous, par le souvenir qu'ils laissent derrière eux, continuent ainsi, au-delà de leur vie d'homme, à servir encore la France, à laquelle ils ont pourtant déjà tout donné. Je trouve que c'est admirable. Donc l'amiral Georges Cabanier, qui est lui aussi compagnon de la Libération, va être grand chancelier de la Légion d'honneur, comme vous le savez peut-être, de 69 à 75. Voilà les obsèques de Jean Desmoutis à la chapelle de l'école militaire, le 14 janvier 65, donc portées par des marins bien sûr, et ces décorations qui suivent. La lettre de condoléances du général de Gaulle, président de la République française, le 12 janvier 65. Madame, c'est avec beaucoup de peine et d'émotion que je viens d'apprendre la nouvelle du grand chagrin qui vous frappe. Le capitaine de vaisseau Jean Desmoutis avait été mon compagnon des années les plus difficiles. Il avait fait preuve d'un dévouement et d'un courage exemplaires. Par la suite, mon estime lui était restée acquise. C'est vous dire toute la part que je prends à votre douleur et à celle de vos enfants. Ma femme joint ses sentiments émus à ceux que je vous exprime. Veuillez les agréer, madame, avec mes hommages très attristés et très respectueux, signé Charles de Gaulle. Aussi une lettre de condoléances de l'amiral Émile Chaline, qui écrira ses magnifiques ouvrages sur les FNFL, attaché militaire et naval et de l'air à l'ambassade de France au Danemark. J'apprends avec une profonde tristesse la mort soudaine du commandant, bon, pas tout vous lire, Émile et Marine Chaline. Le télégramme de René Charles Lahaye, donc le préfet maritime de Cherbourg, qui envoie aussi un télégramme. Voilà. Les lettres de condoléances d'Hubert de Guillebon, secrétaire général de l'Association des Français libres, donc Paris le 15 janvier 65. Lettre de condoléances d'André Giffaleur, président de la section Grande-Bretagne de l'Association amicale des forces navales françaises libres, 65 aussi bien sûr. Lettre de condoléances du capitaine de vaisseau Jacques-Marie Pépin Le Halleur au CHAP, donc à l'OTAN, qui écrit aussi bien sûr
pour exprimer sa tristesse, et puis aussi Maurice Amand, amiral et préfet maritime, donc, qui va écrire en fait à sa belle-mère, Gertrude Wilms, puisque la mère de Jacky Desmoutis en fait est en Angleterre, et donc comme il est en Angleterre, il va écrire à la mère de sa femme. La lettre de condoléances de M. Geoffroy Chaudron de Courcelles, compagnon de la Libération de 1943, ambassadeur de France à Londres, toujours à Madame Edith Gertrude Wilms, donc la belle-mère de Jean Desmoutis. Voilà, quelques coupures de journaux, Ouest France, Jean Desmoutis n'est plus, la presse de la Manche, la première région maritime en deuil, la photo de l'amiral Lahaye qui prononce cette très belle allocution, donc. Et puis, bon, d'autres coupures retrouvées, d'essais, donc notamment dans la revue de la Fondation de la France Libre, bien sûr, en janvier-février 65. Et il va être inhumé à Saint-Cloud, dans le caveau familial, donc, où reposent ses frères et enfin, d'autres membres de sa famille. Et puis, il y aura une journée du souvenir à Saint-Pierre-d'Irube, en juin 2011, pour commémorer les 70 ans de la mort de Robert Destroyat, et donc Jean Desmoutis, Hubert Amiot d'Inville, Élie-France Touchalôme vont être cités, puisque c'était ses compagnons. Et il y aura aussi une promotion 2015-2016 de la préparation militaire marine à Tours, qui va être baptisé capitaine de vaisseau Jean Desmoutis. Donc la lettre du ministère de la Défense qui avertit donc sa veuve. Et puis quelques orientations bibliographiques que vous devez connaître, bien sûr, les Compagnons de la Libération, Pierre Miquel, Henri Veil, le Dictionnaire des Compagnons par Vladimir Trouplin, le livre d'Éric Breauté, donc, Aventurier de la France libre, 4 garçons pour l'honneur de la marine. Et puis mon article donc, que j'ai écrit aussi, là plus spécifique, quand il était commandant de la base navale à Chalex, à Nouméa, qui est sorti dans le bulletin de la Société d'études historiques de la Nouvelle-Calédonie, et un petit article plus synthétique que j'ai sorti dans le bulletin de la Fondation de la France libre. Voilà, je vous remercie de votre attention, c'était un peu long. Je pense que ce sont des parcours exemplaires et qui méritent d'être soulignés. Eh bien, voilà, ça va fonctionner. On va remercier effectivement à nouveau notre conférencier pour cette conférence qui est très documentée, vraiment très riche et qui est passionnante. On a appris beaucoup de choses et c'est vraiment, merci, un éclairage qui était plus qu'utile. Alors on va arriver maintenant peut-être dans des questions de la salle, hein, si vous avez le souhait de poser une ou des questions à notre conférencier, donc à Jean-Yves Meunier. Faites-le maintenant. Il y a un point historique qui m'a surpris, c'est que j'avais toujours entendu dire que De Gaulle n'avait voulu donner aucune décoration pour les combats de Syrie, puisque c'était des combats contre des Français. Alors, être compagnon de la Libération n'est pas pour un fait d'armes, mais sans doute au titre de l'accompagnement précédent. Mais je dirais, on voit toujours aucune décoration au titre de la bataille de Syrie, au contraire d'ailleurs de Vichy, où ils avaient, paraît-il, beaucoup décoré. Alors, c'est vrai, oui, sur les micros, c'est vrai que l'attribution de la croix de compagnon, évidemment ça se passe à ce moment-là, enfin j'imagine, mais en fait c'est un ensemble, c'est évident que de toute façon c'est pas marqué nécessairement, précisément pour quelle action. Bon, le fait est que Robert Destroyat se fait tuer, il prend le relais, bon d'abord ils se sont pas battus que contre les Français aussi, il n'y avait pas que des Français non plus, donc voilà, et puis je pense que c'est un global quoi, voilà, et de toute façon il sera compagnon qu'après la guerre, hein. Donc il ne l'aura pas tout de suite. Pourtant, on voit cette photo à Castina où... On voit des compagnons qui sont décorés à ce moment-là. Voilà, en Syrie, mais peut-être aussi pour des actions antérieures. Donc, ça, j'avoue que ce point... Bon, on ne savait pas d'une récompense en fonction des combats. Oui, c'est pour les combats, c'est pas comme une citation ou une pas de guerre. Oui, c'est un ensemble. Voilà, déjà, le fait d'avoir rejoint Londres le 18 juin, déjà. Voilà, d'être parti et d'avoir fait ce choix, qui n'était pas du tout évident, sachant que, bon... c'est pas contradictoire. Voilà. Donc, non, ça ne l'est pas nécessairement. Je suis sa nièce, une de ses nièces.
Je pensais qu'il avait été nommé vice-amiral à titre posthume. Alors, justement, j'ai le contact avec Éric Breauté. Le problème, c'est que je crois que c'est à Vincennes, les archives. Bon, moi, j'y suis pas allé parce que bon, j'ai déjà, comme vous l'avez vu, j'ai eu la chance d'accéder à toutes ces archives que vous avez vues originales. Hein. C'est bon, toutes ces lettres très secrètes, personnelles. Bon, à chaque fois que je voyais ça, ça me. Bon, Marie-France Desmoutis m'a confié toute une valise parce que je dois encore scanner des documents. Bon, vous avez bien compris que c'est pas mon métier, donc je fais ça. Bon, je travaille beaucoup, mais j'ai beaucoup d'autres choses à faire par ailleurs. Et du coup, en fait. Donc j'ai demandé confirmation à Éric Breauté parce qu'il faudra aller voir et lui me dit que oui, il l'a vu, qu'en fait, en effet, il a été nommé, voilà, mais il n'en a jamais bénéficié parce qu'en fait, ça s'est fait, voilà. Mais donc il aurait fini, voilà, dans les officiers généraux de la marine. Bon. Mais une fois qu'on est mort, ça nous fait une belle chose. Oui, pour sa famille, je pense. Oui, pour sa famille, voilà, bien sûr. Voilà. Mais petite anecdote, bon, on a vu quelques photos de sa femme donc, qui était elle aussi engagée puisqu'elle était à Londres et bon, évidemment qui n'a pas combattu, mais enfin bon, c'était déjà pas mal. Et en fait, quand j'ai commencé à... Bon, je vous ai dit, j'ai connu grâce à René Catala, quelqu'un me dit, tiens, va voir Bob Desmoutis, puis de fil en aiguille, il me parle de Catala, parce qu'en fait, Catala va monter l'aquarium à Nouméa, qui reste l'endroit le plus visité de Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, bon, en ce moment, c'est pas trop, mais bon. Et donc, en fait, il va connaître les Catala, enfin, son père connaît Catala donc, quand il arrive en 46, bon, Bob est tout petit, et il va revenir, et c'est là qu'ils vont vraiment bien se connaître, il va aller pêcher avec lui à l'aquarium, donc c'était des vrais amis, quoi. Et donc, de fil en aiguille, il me donne des renseignements sur René Catala, et puis voilà, il me parle de son père. Et donc, je rassemble tous ces éléments, comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont avec... enfin, c'est un peu dispatché entre différents enfants, et donc, moi, j'ai réussi à faire une synthèse de tout ça, et donc, en fait... sa femme, à chaque fois qu'il voulait parler de ça à ses enfants, il dit « Ah, tu vas pas nous bassiner avec tes trucs de guerre, voilà. » Et donc, en fait, quand j'ai montré tout ça, mais même ses enfants disent « Mais tu nous apprends des choses. » Parce qu'en fait, c'était... Bon, puis après, quand il est mort, là, c'est sûr... Vous avez connu Jackie ? Non, je ne l'ai pas connu, non. Marie-France m'a donné le petit livre qu'elle a écrit, parce que ça devait être une sacrée femme de tête quand même. Hein. D'après, j'ai lu son bouquin, je pense que c'était quelqu'un. Et donc, en tout cas, elle ne voulait pas en parler. Ses enfants savaient peu. D'ailleurs, l'amiral Lahaye dit maintenant, vous savez, parce que ses enfants découvrent un petit peu aussi au moment de sa mort. Voilà. Évidemment, ils sont tous nés après la guerre, ou juste à la fin. Donc, bon, voilà. Et puis en plus, ils sont partis en Nouvelle-Calédonie. Bon. Enfin, le contexte n'était pas, évidemment, c'était pas la reconstruction comme en France où on aurait pu subir. Bon, mon père était de 1920, était résistant, donc il était au Havre. Le Havre a été complètement bombardé, comme vous le savez, c'était une catastrophe. Ils n'avaient plus rien à manger. Il me raconte d'être descendu dans les caves pour trouver à manger. Ils progressent, puis à un moment, ils voient un mur de petits points rouges comme ça. Il avait acculé des centaines de rats qui était prêt à lui sauter dessus, donc il a foutu le camp vite fait, parce que un rat tout seul ne va pas vous attaquer, s'ils sont très nombreux, ils sont capables de vous sauter dessus. Et donc c'est sûr que, bon, après, enfin voilà, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, bon, disons qu'ils n'étaient plus dans la même ambiance, donc pour peu qu'ils n'en parlent pas, bon, pour eux, voilà, c'est dommage, mais bon. Voilà. Et donc non, je n'ai pas connu Jackie, non, mais j'ai connu tous ses enfants maintenant. 3 garçons et 3 filles, donc voilà. Oui. Oui, voilà, concernant les difficultés des choix du 17-18 juin, vous avez noté que son frère avait opté, si c'est le mot, enfin, il avait combattu. Vous en savez davantage là-dessus sur comment Desmoutis... En fait, c'était aussi un militaire, et en effet, il y en a qui vont faire le choix de la rupture, ce qui n'était pas évident. À un moment, il explique dans cette lettre manuscrite pourquoi il le fait. C'est un beau document, parce que, bon, je veux dire, on ne le fait pas comme ça par hasard. Je veux dire, ça engage, on risque... Il se doutait bien qu'il y aurait des conséquences. La preuve, peine de mort par contumace, bon. Et puis d'autres qui vont suivre en tant que militaires, qui vont suivre... C'était presque pas un choix.
Après, moi, j'ai pas connu non plus son frère. Mais en effet, d'autres vont suivre. Voilà, l'armistice est demandé, on écoute nos officiers, c'est tout. C'était une minorité, hein, les Français libres. Oui, de toute façon, il y en a beaucoup qui ont suivi. Donc après, on les a envoyés en Syrie. Ils étaient composés de vigistes à 100%. Hein. Et donc après, ils sont entrés dans le combat. Au moment où vous faites allusion au général Lemonnier, à l'amiral Lemonnier, l'amiral Lemonnier était un vichiste jusqu'à ce que les Américains débarquent. C'était clair. Hein. Donc oui, les Français libres, c'était une élite, il faut le dire. Donc après, heureusement, finalement, il a rallié la France libre, mais pendant un certain temps, notamment en Syrie en 41, ils étaient vraiment tous les deux, pas vraiment face à face, mais en tout cas, ils auraient pu. Quoi. À la fin de la guerre, il a rallié finalement. Ah, avant, oui. D'ailleurs, il va finir général deuxième section, donc bon, j'imagine qu'on va lui pardonner ça, sinon il n'aurait pas fait une carrière jusqu'à finir général. Et donc, voilà. Après, c'est vrai que c'est très compliqué. On a eu ce débat à Marseille, parce que, évidemment, je fais partie de la Fondation de la France Libre, et donc on a une association donc, à Marseille, donc la délégation des Bouches-du-Rhône. Et puis c'est vrai qu'il y a la France Libre, et mon père et mon grand-père étaient résistants, et la France combattante, enfin après. Et donc c'est vrai que la résistance et la France libre, mais pour moi, il ne faut pas les opposer, c'est l'esprit qui compte. Je veux dire, d'abord tout le monde ne pouvait pas partir, avec une famille. J'allais dire, même résister en France sous l'occupation nazie, c'était aussi courageux, sinon peut-être plus, que d'être au Gabon, ou je ne sais pas. Donc voilà, je veux dire, seul l'esprit compte, il prime. Tout le monde ne pouvait pas partir. Ceux qui étaient sur place, d'ailleurs la plupart qui ont rallié, évidemment on avait les colonies, donc ils étaient sur place. Bon, ils ont dit, voilà, on rallie la France libre. Ceux qui avaient une famille ou quoi, c'est facile de dire aux autres, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, hein, on connaît. Voilà, bon, je veux dire, moi je sais, comme je l'ai dit, quand mon père est mort, j'ai fait un petit discours et j'ai dit, si intellectuellement je sais de quel côté je me serais placé, est-ce que j'en aurais eu le courage? C'est facile à dire, hein, une fois que, bon, alors ils avaient la jeunesse, hein, c'est évident que beaucoup... D'ailleurs, les résistants plus âgés sont d'autant plus méritants, parce qu'eux, avec le recul, ils avaient une certaine connaissance de la vie, alors que les jeunes de 20 ans, mon père d'abord était réfractaire au STO, et donc à un moment, en 1943, il est rentré dans un maquis, parce que fallait rentrer dans la clandestinité, quoi. Donc, bon... Mais c'est toujours facile de dire j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Vous avez parlé de ceux qui avaient été évacués de Cherbourg par toute la marine en Angleterre. Je vais vous donner un chiffre, 2 chiffres plutôt. Il y avait plus de 10 000 marins français qui étaient en Angleterre suite à ces opérations d'évacuation. Et beaucoup sont rentrés. Il y a eu 3 000, je crois, ou 2 000 Anglais dans les FNFL. Les autres ont tous retourné. Donc, c'était compliqué au début. Hein. Le général de Gaulle, il tenait, au début c'était vraiment un pari. Voilà, c'était la dissidence. Et je pense d'ailleurs que quand il dit son compagnon, ceux qui ne l'ont pas abandonné, particulièrement les marins, justement suite à Mersel Kébir, il n'en restait pas beaucoup. Hein. En plus. Il y avait aussi la courtoisie des Anglais pour débarquer les gens de leur bateau. Ah, c'était pas si compliqué aussi. Oui, les marins. Ils se méfiaient aussi. C'était compliqué. Hein, Notre père nous a raconté que quand il était en Angleterre, parce qu'il a été évacué le 18 juin lui aussi de Brest, et quand il était en Angleterre dans le camp où les Anglais le retenaient, qu'il a commencé à écouter les discours des officiers qui voulaient rallier la France libre, il s'est fait mettre, lui et quelques autres d'ailleurs, avec quelques copains, ils se sont fait mettre à l'écart par tous les autres, par la majorité en fait, des autres officiers qui étaient dans ce camp. Non, il fallait avoir de la volonté, même à Londres, comme vous le dites, la plupart sont rentrés. Il fallait avoir le courage, parce que je crois qu'en fait, ils avaient eu des instructions de la France en leur disant, si vous rentrez, on vous en tiendra pas rigueur, quoi. Donc en fait, c'était ça. Par contre, si vous restez, vous serez considérés comme des déserteurs et autres, et vous risquez très gros. Donc, oui, est-ce qu'on leur annonçait à l'époque, ça je ne sais pas précisément, mais je sais que, en tout cas, ils ont tout fait pour que les gens reviennent. Non, votre rôle, la guerre est finie, c'est fini, vous rentrez en France, vous n'avez pas... Pour la marine estimait qu'elle n'avait pas perdu la guerre, et que par conséquent, elle n'avait rien à se reprocher, donc elle pouvait rentrer avec sa flotte quasiment intacte. Ouais. Et oui. Donc, voilà.
Donc un parcours exceptionnel. Alors je suis content que cette conférence ait été captée du coup, puisque ça va rester. Le but, c'est vrai que souvent le problème des conférences c'est un peu volatile, quoi. Bon, alors moi j'aimerais bien maintenant, ce qui est possible, la plupart de mes articles scientifiques, je les dépose sur un site. Bon, je ne vais pas faire de la publicité, il s'appelle ResearchGate, mais qui est un site privé. Alors bon, il y a d'autres sites qui sont publics, mais enfin bon. Et on peut transformer les conférences en PDF, de manière à ce que personne les modifie évidemment, et les déposer. Et donc ça laisse une trace, même si ce n'est pas une publication en tant que telle, mais il y a quand même plein de documents extrêmement intéressants qui méritent d'être lus. Évidemment, je ne peux pas vous lire toutes les lettres, parce que sinon on y passe toute la nuit. Mais bon, par exemple, les échanges, c'est assez marrant, hein. Saint-Pierre et Miquelon entre Savary, ouais, c'est un peu le cloche-merle, bon, mais enfin bon. Voilà, et puis voilà, c'est cette déclaration, pourquoi j'adhère à la France libre, enfin à l'époque ça s'appelait pas que ça, en tout cas pourquoi je reste fidèle, parce qu'il écrit ça, évidemment on pourrait dire bon on reprend les idées du général de Gaulle, non, il écrit ça lui-même avant même que le général de Gaulle exprime ça, donc voilà, je veux dire c'est des gens qui avaient un état d'esprit, pour eux c'était clair, le combat n'est pas fini, on va pas se rendre comme ça, non, bon, ce que dira bien sûr le général de Gaulle à l'appel du 10 juin. Mais certains le pensaient avant même qu'il l'exprime. Vous avez fait allusion au discours de Pétain. Il semblerait que le discours de Pétain et sa voix chevrotante est plus fait pour décider les gens à résister que le discours de Gaulle le 18 juin. Oui, effectivement. C'est sûr. Moi, je sais que j'ai eu des témoignages très après, parce que mon père ne m'a jamais parlé, sur le fait que quand ils ont entendu cette année ils sanglotaient. Ah oui, sanglotaient sur l'épaule de l'autre. Et c'est un écroulement inimaginable. Il y a des films qui montrent ça d'ailleurs, vous avez raison, parce qu'en fait pour certains c'était... Vous voyez, j'en ai l'émotion, mais je peux le comprendre. Vraiment, pour eux, c'est pas possible. Et en plus, bon, l'aura de Pétain, quand même, le vainqueur de Verdun, et d'un seul coup, alors on se couche comme ça y est... Et oui, je suis sûr que ça va décider beaucoup plus de Français à se battre. Et puis tous disent, c'est ce discours du 17 juin, je crois, ou du 14, je ne sais plus, enfin... Non, le 17 avec sa voix chevrotante, la veille, le combat. Oui. Bon, l'armistice, c'est le 24, je crois. Enfin, c'est un peu après, quoi. Ça, c'est pas ce jour-là. C'est signé le 22, oui. Voilà, bon. Mais en effet, bien sûr, pour beaucoup, c'était terrible, quoi. Bah, on peut le comprendre. Moi, je sais pas si on peut comprendre. Je pense qu'il faut vivre ces événements parce que c'est facile de dire, voilà, mais c'est vrai qu'un pays qui s'effondre comme ça... Et surtout, il faut voir d'où on partait. On avait en principe la première armée du monde, je vous rappelle quand même, en 1939. Eh oui. Et pourtant, peu se sont engagés à c'est souvent le constat qu'on peut faire. C'est vraiment une question qui revient à chaque fois. Exactement. Ça, le peu d'engagés, le peu de... Vous savez, dans la vie, si on fait des études sociologiques, il y a toujours des constantes. Les gens disent « Ah, ça change ». Non, rien ne change. L'homme ne change pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va à la catastrophe. Si l'homme changeait, on n'irait pas à la catastrophe. Mais l'homme ne change pas. Et donc, dans ces constantes, j'étais jeune, j'avais 15 ans, je réfléchissais beaucoup. Je dis, bah, il suffit de tuer, excusez-moi du gros mot, mais tous les abrutis, bon, on va le mettre un peu édulcoré. Mais 20 ans après, vous en auriez toujours autant. En fait, c'est une constante. Donc, les résistants, bientôt tout le monde était résistant. En fait, il y en avait quoi, 5-7%. Et ça serait maintenant, ça serait toujours pareil. Donc il y a toujours cette espèce d'élite, et puis une grande partie de moutons qui vont, bon, oh là là, et puis une autre partie qui, là, comme ça a été le cas avec la milice, qui va s'engager, voilà. Il faut voir aussi que vous avez vu les circonstances. Les premiers Français libres qui sont en Angleterre, c'est souvent des jeunes sans famille, sans obligation familiale. Oui, bien sûr. Il faut bien admettre que celui qui avait une femme et des enfants... c'était pas tout à fait la même chose. C'est ce que je disais au docteur Michel à Marseille. Je lui dis, mais tout le monde ne pouvait pas partir. Il y en a qui étaient soutiens de famille. C'est facile de dire, bah, partir à Londres, puis vous abandonnez toute votre famille. Allez, salut. Non, mais c'est le cas du capitaine Leclerc, mais enfin, un Leclerc, il n'y en a pas partout. Bon, voilà. Bon, De Gaulle était plus âgé, il avait aussi une famille. Mais enfin bon. Mais évidemment, c'est sûr que beaucoup de gens qui avaient déjà une famille ne pouvaient pas partir. Et ils ont résisté en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, c'est devenu la France combattante. Alors après, est-ce qu'ils n'ont pas adhéré à France Libre ou bon, enfin adhéré ou en tout cas signé l'engagement? Bon, pour moi, c'est pas... Voilà. Bon, après, il y a des trajets, il y a des parcours admirables. Là, en venant, je suis passé par la rue Jean-Pierre Timbaud.
bon, être fusillé, qu'est-ce qu'on peut donner de plus que sa vie, quoi. Après, voilà, bon, et beaucoup qui ont été fusillés en France ne sont pas compagnons de la Libération. Et pourtant, ils n'ont pas seulement été fusillés, ils ont fait beaucoup de choses avant, et finalement, ils l'ont payé de leur vie. Et, bon, ben voilà. Hein. Moi, mon père, dans l'autre, c'est pour clore une petite histoire comme ça, quand vous parliez de l'engagement, et je pense que la seule chose qui soit importante, je pense que le seul clivage, d'ailleurs, au sein de l'être humain, c'est soit vous défendez vos intérêts personnels, soit vous défendez l'intérêt collectif. Tout le reste, ce ne sont que des incidences, en fait. Et donc, en fait, ben, soit, en effet, il y a quelque chose qui est au-delà de vous, alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et vous allez travailler pour le futur, pour l'avenir, en fait. D'ailleurs, Saint-Exupéry disait, l'avenir, tu n'as pas à le prévoir, tu as à le permettre. Donc, par ton engagement, chaque jour, tu vas le permettre. C'est pas la peine de prévoir, de dire, tiens, va peut-être se passer ça, pas d'importance. Bon. Et donc, moi, c'est ce que je dis souvent, restez, enfin, ayez cette droiture morale que nous demandaient ceux qui ont été fusillés, ou ceux qui sont morts. Soyez dignes de notre sacrifice. C'est tout ce qu'ils nous demandaient, en fait. Soyez vous-même, après, c'est pas de venir mettre des fleurs comme ça, et puis après on oublie, non, soyez tous les jours dignes de notre sacrifice, de notre engagement, de notre droiture morale. C'est la seule chose qui compte. Voilà. Et donc dans ce maquis de l'Aude, il y avait un jeune Auguste Catala, il était agent de liaison, il avait 16 ans, donc les Allemands l'ont pris, ils lui ont coupé les mains, il n'a pas parlé, ils lui ont coupé les pieds, il n'a pas parlé, ils lui ont coupé le sexe, et ils l'ont brûlé, il était encore vivant, il n'a rien dit. Et ben moi, quand je vois les gens qui sont sans arrêt en train de magouiller comme ça, je dis, vous crachez une deuxième fois sur sa tombe, chaque jour, parce qu'il est mort pour qu'on soit libre aujourd'hui, à 16 ans. Voilà, je crois que c'est le seul message que... Juste une petite précision, puisque tout à l'heure la question a été posée à propos de Qastina en Syrie. Le terme exact, Palestine. Oui, d'ailleurs, oui. À l'époque, c'était la Palestine. Ça soulève moins l'interrogation, justement. Oui, c'était la Palestine. C'est le terme utilisé pour beaucoup de compagnons qui ont été décorés. C'est vrai. Fait, oui, c'était la Palestine. C'est janvier 41, ça a été quasiment la première promotion par le général pour fait d'armes. Donc, c'était pas uniquement lié... Oui. J'ai plus la liste des compagnons de ce jour-là, mais c'était antérieur. Oh, c'est quasiment les premiers, je crois, oui. Oui, c'est dans les tout premiers. Voilà. Et puis, vous avez également évoqué les origines familiales, notamment dans l'Orne, avec Courtomer, Besançon. Est-ce qu'il y a encore des liens, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est resté? Alors, évidemment, vous savez, maintenant, tout le monde part. Bon, déjà, ça date du XIIe siècle, alors évidemment. Il y a de l'eau qui a passé sous les ponts. Je ne sais pas s'ils ont... Alors, évidemment, le problème, c'est que si vous prenez la famille des Mouty, des Branches, forcément qu'il y en a peut-être encore, mais bon, après, il y a, là, je travaille sur Jacques Surcouf, qui était président de la Société Anthologie de France, qui descendait en direct de Robert Surcouf. Et quand vous prenez l'arbre généalogique des Surcouf, donc il y a des branches et des branches. Bon, à la base, c'est Saint-Malo, mais forcément que, bon... alors, je ne sais pas s'il reste des Démoutis, peut-être. Hein, dans l'Orne, je crois pas. Non, dans l'Orne, je ne crois pas. Voilà, donc... après, voilà. Très bien, merci beaucoup. Ça, un sujet qui mériterait une biographie. Oui, alors, le docteur Michel me dit qu'il faudrait que je profite de tous ces documents. Alors, faire un livre, pourquoi pas, c'est vrai, ça mérite. C'est souvent une question de sous, enfin, et de temps aussi, parce que c'est beaucoup de travail, mais j'ai déjà fait beaucoup. Après, il faut trouver un peu de sous pour le faire, quoi. Voilà. Donc, mais ça mériterait, oui. Alors Éric Broté en parle, hein, puisqu'il parle de ses 4 compagnons, Touchalôme, des Mouty, des Troyas, et puis je sais plus, bon bref, le 4e, mais enfin, donc son parcours a déjà été un peu évoqué, mais là j'ai plein de documents qui pourraient, en effet, voilà, qui pourraient permettre de faire un livre. Bon, après, oui, c'est maintenant, on peut publier assez facilement. Hein. Il y a des maisons d'édition, d'ailleurs, certaines où il suffit de payer, voilà. Bon, après, voilà, il faut un peu de sous, bon, pourquoi pas. Alors là, je suis encore en activité, j'ai déjà 12 articles à finir, des hommages, 3 livres, donc... Il restera encore beaucoup de travail pour l'avenir, voilà, on l'a évoqué tout à l'heure. En tout cas, j'ai scanné des centaines de documents, ils sont là, donc voilà. Une conférence passionnante, vraiment, merci. On va applaudir à nouveau. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.